Bonjour à tous et bienvenue sur la quatrième partie des aventures de Mimix au pays des Soviets. Donc la quatrième partie qui sera donc consacrée à la forteresse de Brest-Litovsk, un haut lieu de la résistance russe face à l'envahisseur allemand en 1941. C'est le début de l'opération Barbarossa pour les Allemands. Donc c'est un endroit mythique pour les Russes. Donc on va aller voir ça. Et puis, donc ça, c'est la partie 4. Ensuite, je consacrerai deux autres vidéos à Brest, une sur le musée du train et une dernière sur une dernière sur la ville de Brest par elle-même. Voilà. Mais en attendant, on y va, c'est parti pour la forteresse de Brest-Litovsk. Donc nous voici devant le fort de Brest qu'on va aller visiter. Bon, c'est au fond. Et devant il y a un panneau avec l'enceinte et il y a quelques petits détails. Donc le fort a été construit en 1842 sous l'Empire russe. Puis ensuite on voit ici là qu'il a été occupé de 1915 à 1918 par les Allemands. Et puis après la défaite allemande, c'est l'histoire de la région, hein. C'est les Polonais qui l'ont récupéré de 1921 à 1939. Et puis en 1939, au moment de l'invasion de la Pologne par les Allemands par l'Ouest, donc les forces de Staline ont récupéré les morceaux de la Pologne qui avaient été perdus avant la Première Guerre mondiale. Et donc ce fort est redevenu russe. Voilà, et donc il a été réoccupé à partir de cette date-là. Et donc en 1941, le 22 juin 1941, à 5 h du matin pour être précis, voilà, l'opération allemande qui consistait à envahir la Russie a commencé. Et évidemment, ils ont débarqué, comme on est complètement à l'ouest, hein, à la frontière polonaise, ils ont débarqué ici en premier. Et comment dire, ça s'est vraiment pas bien passé. On va aller voir ça, tout ça à l'intérieur. Voilà, je vais faire quelques photos, mais effectivement, avant d'entrer dans le fort, il y a une petite collection de chars. Donc 4 chars mythiques pour les Russes, hein. Le S-800 en premier, le T-44 en deuxième, en troisième le T-34-85 et au fond on a un ISU 152. Je vais faire quelques petites photos de tout ça. Alors, on commence avec un SU-100 ou SU-100. Donc une bestiole de 31 tonnes, donc c'est un chasseur de chars, hein. 31 tonnes, 4 membres d'équipage, un canon de 100 mm, donc un Pushka D10S, je lis la fiche, hein. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme caractéristiques notables? Donc ça pouvait se déplacer à 50 km/h et ça avait une autonomie de 310 km. Manifestement, c'est resté en service de 1944 à 1947. Un T-44. Alors, une 31,8 tonnes, 4 membres d'équipage, un canon de 85 mm Pushka ZIS S-53. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors voilà, la vitesse maximum c'était 45 km et il avait une autonomie de 235 km. Voilà, alors lui par contre, il a des caractéristiques qui sont pas extraordinaires quand même, puis il est resté en service très peu de temps puisqu'il a remplacé le T-34-85, hein, le célébrissime T-34-85, en 1944 et il serait resté en service jusqu'en 45-46, puis il a été remplacé par un autre char culte, le T-54. Donc le voici, le fameux T-34-85. Donc 32 tonnes, 5 membres d'équipage, le même canon que le T-44, le 85 mm Pushka ZIS S-53. Et alors, je suis surpris, c'est qu'il roule plus vite que le T-44 puisqu'il allait à 55 km/h et il avait une autonomie plus importante de 350 km. Voilà, c'est étonnant que son petit frère
Finalement, des caractéristiques très proches, hein, le même canon et puis moins bonne mobilité avec une autonomie un peu plus faible. Bon, un membre d'équipage de moins et certainement un blindage nettement plus résistant. Et fini avec alors Monsieur Patator, donc un ISU 152. Donc là, on boxe plus dans la même catégorie, hein. Donc un canon, bah, comme le nom l'indique, de 152 mm, un Pushka, un ML20S. Et ça roulait à 35 km/h. Bon, on voit tout de suite que la masse, c'est quasi 15 tonnes de plus. Donc évidemment, ça roulait beaucoup moins vite. Pire autonomie, 145 km. C'est pas un char pour, voilà, vraiment un char d'appui. Voilà pour les chars. Alors on rentre donc dans la forteresse de Brest et peut-être que vous connaissez cette photo parce que c'est quand même une des images connues de cet endroit-là. Donc cette gigantesque statue. Donc tout ça a été créé à l'époque de l'Union soviétique, hein, donc avec tout ce qui va avec, mais bon, c'est le genre de choses bah, qu'on va voir hein, quand on va au Bélarus ou en Russie. Voilà, si on veut repartir dans cette époque-là, bah voilà. Voilà, typiquement là, on y est hein, avec voilà ce monsieur bien austère et cette grosse statue gigantesque. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là dans Brest? Donc on est le 22 juin 1941, c'est le déclenchement donc de l'opération Barbarossa des Allemands pour prendre la Russie. Et donc un de leurs premiers objectifs, c'était de prendre ce fort qu'ils avaient prévu de prendre en 12 heures. Et en fait, bah, ils vont y passer une semaine entière pour le prendre, ce fort. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah, ils sont tombés sur des gens qui voulaient pas se rendre facilement, donc qui se sont battus. Beaucoup battu, beaucoup défendu, largement au-delà du raisonnable, donc symbolisé aussi par cette statue, alors très soviétique toujours, mais symbolisée comme ça. Donc les Russes étaient évidemment en infériorité numérique, en infériorité d'équipement et très largement, puisque ce n'était pas une armée en guerre, hein, et voilà, c'est une armée de cantonnement. Donc ils se sont retrouvés bah, sans munitions, sans vivres et surtout sans eau assez rapidement. Et donc, en fait, à la fin, il restait plus que quelques soldats regroupés dans la dernière enceinte. Et donc, c'est à Luftwaffe qui est venu et qui a tout bombardé et qui a obligé les 360 derniers résistants à se rendre aux forces allemandes le 29 juin, donc une semaine après le déclenchement de l'offensive par les Allemands. Et donc voilà, c'est cette porte, en fait, c'est la porte de la dernière enceinte du fort, là où vraiment ça s'est terminé, qui symbolise toute la résistance et tout le côté mythique un petit peu pour les Russes hein, de cet endroit. Sur le parking, quand on est venu visiter, il y avait beaucoup de plaques d'immatriculation russes, pas que des Bélarusses. Donc c'est vraiment un endroit, voilà, qui viennent voir, ils viennent se recueillir, bon, un petit peu comme nous à Verdun par exemple. Voilà, c'est un endroit vraiment très important pour eux de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont créé un film, pardon, donc qui est sorti en 2010, donc Battle for Honor, donc la bataille de Brest-Litovsk. Donc donc ça retrace bah, l'histoire de ce fort. Alors c'est peut-être idéalisé, c'est peut-être un film de propagande, je ne sais pas. Il est quand même pas trop mal noté, hein. Il est pas mal noté. Il n'est pas sorti dans les salles en France, il est sorti directement en août 2012 en DVD, voilà. Et évidemment, c'est un film russe et bélarusse. Donc voilà, si le cœur vous en dit, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, sachant qu'évidemment, comme bah, c'est un peu comme les films américains, après, c'est assez idéalisé, il y a les grands héros, etc. Mais bon, voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir sur la bande-annonce, c'est gros moyen avec, voilà, c'est spectaculaire, hein, c'est, voilà. Voilà pour la forteresse de Brest-Litovsk, je vais y arriver. Et donc ça en finit pour cette première partie sur Brest. Je vais enchaîner sur deux autres films, donc il y en aura un spécifique pour le musée du train, et puis une petite vidéo pour vous faire voir à l'intérieur de Brest, qui est c'est très différent de Minsk, puisque c'est pas une ville qui a été détruite,
Et donc, elle a été aussi, alors elle a beaucoup évolué sur les 10 dernières années par rapport à la dernière fois que je l'avais vue. Et il commence à créer des rues piétonnes avec voilà, pas mal de petites animations. Et c'est un endroit qui est plutôt sympa. Voilà, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Au revoir et à bientôt.